a peut-être vu le tir de l'année ou l'un des tirs de l'année, même si on est encore qu'en mars, c'est celui de Tyrese Haliburton contre les Bucks. Tyrese Haliburton qui a réussi une action à 4 points pour donner la victoire à Indiana contre Milwaukee. Il y avait 3 points d'avance pour Milwaukee, il restait quelques secondes. Tyrese Haliburton a pris un espèce de shoot en fadeaway, en bout de course avec Yanis devant lui. Il l'a mis et en plus, il a pris la faute en prime. Il a mis le lancer et victoire des Pacers 115-114 contre les Bucks. Tir exceptionnel, hein, alors de l'année. À chaque fois, tu sais, je suis partagé sur le terme tir Ouais, de l'année, de l'année, non mais tir. tir de l'année ou tir de la saison, parce que on est en mars. J'imagine peut-être qu'en playoff, il y a bien quelqu'un qui va nous mettre un shoot incroyable, qui va déterminer une série. Mais sur plein d'aspects, c'est un tir incroyable. Et c'est même là, si on prend pour la définition, c'est presque un tir d'anthologie parce que depuis, donc c'est Damien dans l'article de ce matin qui écrivait depuis 97-98, depuis cette saison-là. Déjà, juste une action à 4 points, quand t'es mené là comme ça dans les 10 dernières secondes, quand t'es à moins 3, c'était arrivé que 5 fois. Enfin, ça, c'est extrêmement rare quand même comme situation. C'est donc pour faire gagner le match contre un adversaire quand même. Alors, est-ce qu'on peut parler de concurrent direct? Oui, en fait, parce que c'est des Bah oui, équipes, oui. c'est des équipes qui aspirent à aller assez loin à l'est. Milwaukee déçoit, mais c'est quand même, ils sont dans les mêmes eaux que qu'Indiana finalement. Puis même Bah, ils ont le technique. même bilan, hein. Ouais. Ils ont le même Ah ben bilan tu, après ouais. cette Eh ben, finale. tu vois, j'ai même pas regardé le classement de ce matin. Même bilan. Donc et puis techniquement, il y a tout était superbe quand même. Il est ultra dur à mettre. T'as certains angles où tu vois juste à côté le pauvre Darvinham qui est assistant maintenant, qui est debout avec ses mains dans ses poches en train d'assister aux premières loges au truc. Enfin, c'est pareil, c'est le genre d'action où tu peux analyser chaque personne qui est en train de la regarder, chaque personne qui est en train de la vivre, que ce soit dans les tribunes ou au bord du terrain. En tout cas, c'est un tir splendide, déterminant, clutch, tout ce qu'on veut. Et en plus, Haliburton revenait de blessure. Donc, super comeback après 2-3 matchs d'absence. Bon, ça confirme qu'il est totalement et absolument indispensable pour les Pacers. Ça arrive pas souvent parce que normalement les équipes adverses savent que tu vas surtout pas faire faute. Soit tu fais faute avant le tir parce que tu mènes de 3 points, c'est pas ce pourquoi a opté Doc Rivers, soit tu fais surtout pas faute au moment où quelqu'un déclenche son tir et là Yanis, il fait faute. Je pense ils ont eu l'air d'être surpris par le choix de course, par la trajectoire d'Haliburton un peu, tu vois. Peut-être qu'ils avaient mal anticipé, et que du coup, ils n'ont pas été assez vifs pour faire faute tout de suite. Et Yanis a laissé traîner la main. En plus, c'est un tir sur Yanis en plus. Ça rajoute au piquant de la situation. Ouais, il y a Siakam qui dit, «Je suis même pas sûr que Haliburton il voit» enfin, tu vois? Com est-ce que même il arrive à avoir le cercle avec Yanis devant lui, quoi? Et Yanis qui derrière rate aussi le 3 points potentiel, pour la victoire. Il termine à 19 points, 17 rebonds, 7 passes. C'est la troisième défaite de suite des Bucks. Ils avaient fait une grosse série de victoires avant. Là, ils viennent d'enchaîner 3 défaites de suite. Du coup, Indiana a exactement le même bilan. On va parler de Détroit après, mais ces 3 équipes-là ont alors, Indiana a exactement le même bilan que Milwaukee, mais Détroit a aussi le même pourcentage de victoires, à 0,1 ou près, je crois, à 0,1 dixième près. Donc il y a 3 équipes qui vont vraiment se concurrencer pour la quatrième place à l'Est. Du côté des Pacers, on a 25 points de Pascal Siakam et Haliburton, c'est ça le plus fou, c'est qu'il n'était pas très adroit sur ce match. Je lui ai dit, c'était son retour de blessure. Il a mis qu'un seul 3 points avant ce panier-là. Il finit à 14 points, 10 passes. Avant la dernière action, il était qu'à 10 points en fait. Il était en Ouais, double-double, mais il était qu'à 10 points. Et j'ai ouais, retrouvé la c'est clair. décla où il parle, il réagit à l'action. Il dit que c'était comme une action de football américain. C'était génial de voir la stratégie fonctionner parce qu'on a tenté cette action il y a 2 ans au training camp et j'avais mis le tir de la même manière. Depuis, j'avais jamais eu vraiment l'opportunité. Habituellement, je déteste faire cette action parce que j'ai peur de sortir des limites du terrain. Je tire assez souvent pour savoir où je suis sur le parquet. C'est un peu ce que disait Lillard. Il a même plus besoin de regarder. Enfin, il sait exactement où il est situé quand il prend les tirs. L'important, c'est de réussir à s'élever. J'ai sauté plus haut que d'habitude et c'est rentré. Voilà. Très beau tir, très belle action et belle victoire du coup des Pacers. J'ai parlé un peu de Détroit. Les Pistons ont battu les Wizards 123-103. Voilà, il y a même pas eu de débat. Ils ont mené tout du long. 29 points, non 27 points, pardon, 8 rebonds, 10 passes de Kate Cunningham, 15 points, 13 rebonds de Jalen Duren. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que Détroit, donc le bilan d'Indiana et Milwaukee, c'est 36-28. Le bilan de Détroit, c'est 37-29. Donc ils ont 56,1, pardon, il y a 2 dixièmes d'écart. Ils ont 56,1%. Les Pacers et les Bucks sont à 56,3. Donc tu vois, il y a 0,2 d'écart entre toutes ces équipes, mais donc Détroit est une nouvelle fois encore en course pour la quatrième place. À ce stade de la saison, c'est complètement fou. C'est incroyable. Bon, le titre de coach de l'année, je pense qu'il est déjà verrouillé.
En plus, Cleveland a encore gagné, on en reparlera après, mais ce que fait JB Bickerstaff, et je suis vraiment content parce que, non pas, je dis pas que vous étiez vent debout contre Bickerstaff, mais et j'étais d'accord sur le fait qu'il fallait sans doute un changement à Cleveland, que c'était peut-être plus l'homme de la situation, mais j'étais vraiment, vraiment content pour les Pistons qui récupèrent ce coach-là parce que à chaque fois, la manière dont ils développent les équipes, c'est quand même assez remarquable. Et là, les voir à ce stade de la saison en course pour la 4e place, ça a aucun sens, quoi. C'est totalement fou. Et je suis en train d'y repenser. Est-ce que t'as vu ce que Shaq a dit sur les Pistons? Non, Il y a encore une je connerie. regarde rarement ce que chaque Non, non, dit. mais c'est venu à mes oreilles comme ça en regardant sur les réseaux, mais il a dit que Chauncey Billups faisait du super boulot avec les Pistons cette année. Et je crois qu'il sait pas, je sais même pas s'il sait qui est JB Bickerstaff. Je sais pas s'il regarde les matchs. Il a déjà vu. Il a dit que c'était un style ennuyeux. Enfin, bref, passons. Mais je crois qu'il regarde il regarde 2 équipes dans la ligue et pas plus que ça. Ouais, Mais bravo. bon, moi je pense qu'ils regardent que les matchs qui sont diffusés sur TNT quand ils sont en plateau. Mais je le blâme pas des masses, mais c'est particulier que ces mecs-là après soient les analystes stars de notre milieu. Bah, c'est les plus véhéments en plus, quoi. S'ils rentrent dans l'art. Je ne dis pas que leur analyse sur ce qu'ils voient n'est pas bonne, hein, loin de là, c'est des légendes de leur sport, mais bon, bref, c'était juste pour sortir la dernière Henry Check. Et ouais, pour finir sur les Pistons, vraiment, vraiment fort. C'est un match qui a été un peu physique en plus, pourtant, parce qu'il y a l'ami Richard Holmes qui a mis un bon coup de coude sur Ozar Thompson à la fin, qui a été sorti. Et si je dis pas de bêtises, il n'y a pas Marcus Smart qui en a pris une aussi? Si, Marcus Smart aussi. Ouais. Et du côté des Wizards, 8 points, 7 rebonds pour Alex Sarr qui a shooté à 2 sur 9 et il n'y a pas de Bilal Koulibaly. Ouais. Cleveland est allé chercher dans la douleur sa 15e victoire de suite. Victoire des Cavs contre les Nets, 109-104. Alors les Cavs avaient laissé Donovan Mitchell au repos. Euh, Victoire avec 30 points de Darius Garland. Il en met combien? 18 dans le 4e carton? Il en met 13, 18 dans le 4. 18 dans le... Ouais, si, c'est ça. Oui, 18 18 de dans le... ces 30, c'est dans le 4e, ouais, c'est ça. Dans le 4e, c'est le moment où Cleveland repasse devant. Il y a aussi 23 points et 13 rebonds de Jarrett Allen et 21 points, 9 rebonds, 6 passes d'Evan Mobley. 15e victoire de suite. C'est seulement la 5e équipe dans toute l'histoire de la NBA à avoir enchaîné 2 séries de 15 victoires au cours de la même saison. Donc ça place encore une fois les Cavs dans un cercle très fermé. Et avec 55 victoires sur les 65 premiers matchs, les Cavs ont, à ce stade de la compétition, le 5e meilleur bilan de toute l'histoire. Ils sont encore en course pour les 70, même si ça voudrait dire gagner 15 de leurs 17 derniers matchs. Je ne crois pas au fait qu'ils vont atteindre les 70. Je te le dis déjà. Je pense qu'il y aura Bah, plus de ils ont quand défaites même que une ça. vibe. Enfin, ils veulent pas lâcher les trucs. Tu vois, il y a des maps, ça fait plusieurs matchs qui pourraient très bien dire bon, allez, on va pas non plus se faire Ouais, mal. c'est vrai. Ils s'arrachent, ils gagnent des matchs. Ils sont menés de 18 points là. Ils auraient pu se dire allez, on envoie les remplaçants, on s'en fout que 14 victoires de suite ou 15 victoires de suite, c'est pareil. Ça fait plusieurs fois qu'ils ont cette mentalité là, avec à chaque fois un ou deux mecs absents. Là, il manque Mitchell quand même. Et t'as Garland qui prend feu à la fin. Non, non, ils ont quand même cette résilience. Je sais jamais si c'est bon dans le sens où ça te permet d'être prêt pour les playoffs. T'es habitué à jouer un peu à la dure, à puiser dans tes ressources mentales, ou si c'est pas très malin forcément de puiser maintenant dans les ressources et de te fatiguer, alors que c'est que de la saison régulière. Mais c'est ce qu'ils font, c'est admirable et pareil, impossible de deviner que les Cavs en seraient là à ce stade de la saison malgré les qualités qu'ils avaient. Mon petit pronostic, 68 ou 69 wins à la fin de la saison Ce pour serait Cleveland. incroyable déjà. 68 ou 69. Ouais, c'est incroyable. Ce serait la meilleure saison de l'histoire des Cavs. Et jamais on n'aurait pensé que les Cavs feraient la meilleure saison de leur histoire sans LeBron James. Donc C'est clair. ça serait absolument, absolument dingue. Et 68, 69, ouais, c'est fou en nombre de victoires. Du coup, ouais, du côté des Cavs, oui, j'ai déjà donné pour les. Il y a 27 points de Cam Thomas pour les Nets. C'est vrai que je n'ai pas souligné. Et le dernier match de la nuit, c'est la victoire des Pelicans contre les Clippers avec un triple-double pour Zion Williamson. 22 points, 10 rebonds, 12 passes, 23 points de CJ McCollum, 21 points de Trey Murphy. C'est le trio qui fonctionne de toute façon à chaque fois au scoring du côté des Pelicans. D'ailleurs, c'est le trio qui a un peu relancé. Je trouve que cette base Murphy-Zion, elle est quand même vraiment encourageante sur cette fin de saison. C'est autour de... Moi, si j'étais les Pelicans, c'est autour de ça que je construirais pour la saison prochaine en se disant Zion il arrive quand même à enchaîner les matchs, ça y est, ça va peut-être enfin se passer. Et bref, victoire des Pelicans contre les Clippers qui ont besoin de gagner, ils sont eux aussi sur une course assez serrée dans le play-in.
Mais voilà. Les Pelicans vont remonter, continuent de remonter au classement. Ils ont 3 équipes maintenant qui ont un moins bon bilan qu'eux. Mais tu vois, cette base dont tu parlais, la Zion, CJ McCollum, Trey Murphy, même d'autres joueurs qu'il y a autour, alors il y a les absents, les blessés maintenant de longue date et qu'on verra pas. Ça, je le répète, c'est la base d'une équipe qui joue au moins le play-in quand même, parce que Ouais, Zion, c'est bah, un talent phénoménal, Murphy il progresse vraiment, McCollum, c'est un vétéran de la ligue maintenant, c'est un scoreur ultra fiable, qui est déjà allé assez loin en playoff aussi. C'est une base qui devrait, qui doit normalement être plus haut que ça. Et c'est pour ça que je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire pendant l'intersaison. Est-ce qu'ils vont identifier, selon eux, que c'est un problème de coaching? Est-ce qu'ils vont juste essayer de mettre tout le monde en forme au bon moment pour pas qu'il y ait trop de blessures? Est-ce qu'il manque tel profil de joueur? C'est la base d'une équipe dans laquelle, à la base, je crois beaucoup. Bon, il y a plus Ingram, il y a eu d'autres recrutements autour, mais bon, en fait, je me prends la tête. Je pense vraiment que tout dépend de Zion, en fait. C'est aussi bête que ça. Si Zion, on est à peu près certain qu'il arrive à faire une saison normale, sans manquer 35-40 matchs, ou je pense que là, les Pelicans, s'ils sont dans la discussion pour le play, il n'y a aucun souci. Je pense pas que Willie Green soit un mauvais coach. Je trouve que l'effectif, il est quand même sympa. Il y a une petite identité défensive. moi, je changerais le coach quand même. C'est un peu dur, c'est ungrateful, mais je changerais Willie Green. Je sais qu'il est apprécié par Théo, par toi, mais je pense que je changerais. À un moment, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui change. Moi, je suis pas fan de McCollum et de Dejounte Murray, mais à mon avis, ils vont quand même garder les deux. Vraiment, que j'ai dit la base pour moi, c'est Murphy Zion. Je peux vous donner leur stats d'ailleurs. Zion, il est à 24 points, 56% au tir, 7 rebonds, 5 passes. Trey Murphy, il est à quasiment 22 points, 45% au tir, 36% à 3 points, 5 rebonds, quasiment 4 passes. Pour moi, ça, c'est les deux joueurs qui font vraiment la diff. C'est intéressant d'ailleurs voir. Alors, Ingram a joué très peu de matchs, mais Murphy, au final, a les mêmes stats que lui. Euh, j'ai toujours trouvé qu'il. Enfin, c'est pareil, je remets de la hate gratuite sur Ingram, mais je trouvais que Ingram, il empêchait de faire jouer Murphy, en fait. Ils sont vraiment sur le même registre. Murphy, il a pas eu de bol. Lui aussi, il a eu des blessures. Enfin, c'est un effectif qui a été décimé, même si c'est pas que des blessures ultra graves. Ils ont rarement quand même pu être ensemble. Bon, peut-être que tu as raison et qu'il faut changer de coach, même pas seulement parce qu'il n'aurait pas les compétences requises, mais parfois il faut aussi mettre un coup de boost. Tu vois, c'est ce qu'on disait avec Bickerstaff et Atkinson. Enfin, il coach la même équipe, pour ainsi dire. La base est exactement la même. Pourtant, la différence est dingue et on voit que le coach avec Bickerstaff, il performe ailleurs aussi. Donc, tu as peut-être raison, il faut peut-être un peu de renouveau. Bah, dans le front office, c'est pas foufou non plus. Hein. C'est que dans le dénominateur commun, David Griffin est là depuis quasiment la draft de Zion, je pense. Peut-être qu'il faut changer les deux, hein. Le GM et le GM ramène son nouveau coach, hein. Peut-être, c'est possible. Mais il y a quand même, voilà, il y a quand même de quoi faire, même si tout reste quand même conditionné à Zion, qu'on a envie de voir là enchaîner les matchs. C'est quand même, ça fait plaisir de le voir enchaîner les matchs. C'est-à-dire, il arrive là, bon, il va pas faire des triples doubles tout le temps, mais il a une telle force. C'est que dès qu'il décide d'attaquer le cercle, c'est toujours un spectacle. C'est incroyable, il est phénoménal. Bon, on espère que la saison prochaine, ça ira. Parce que l'intersaison, c'est un piège, en fait. L'intersaison, c'est. De toute façon, c'est un côté ou l'autre. Soit tu reviens encore plus en forme, soit tu te laisses aller. Et c'est la question pour Zion, pour d'autres joueurs comme ça. Luka Doncic fait partie de ce genre de profil où tu te poses toujours la question. Et c'est vrai que là, Zion, il est en forme, il est plus fit que jamais, et du coup, il enchaîne les matchs. C'est pas une coïncidence, mais il va y avoir un break. En plus, ils vont pas jouer les playoffs. Il va y avoir un break de 5 mois. Ah, qu'est-ce Il, qui va se il lui aurait passer pendant fallu, 5 mois, il quoi? lui aurait fallu une compétition internationale à laquelle il puisse participer, un truc. La Coupe des Amériques, il n'y a pas la coupe des Amériques où tu as toujours des joueurs de G-League et à la fin, si tu mets Zion là-dedans, toi t'es sûr qu'il continue de jouer, ou je sais pas, il se met sur le circuit 3-3, ou je sais pas, faut trouver un moyen pour qu'il continue de jouer au basket et qu'il se disperse pas en fait. Ouais, ouais, ça va être une des questions de toute façon à la reprise. Si jamais c'est toujours un joueur des Pélicans, mais je pense que là, avec ce qu'il montre, il va forcément rester. Là, c'était New Orleans, si jamais tu le coupes, quoi, il est trop fort. De toute façon, je pense que dans tous les cas, jamais tu le coupes, mais là, tu le coupes pas, tu le transfères pas, tu gardes, quoi. On a fait le tour des matchs de la nuit. Il y a pas beaucoup de grosses infos autour. La NBA est plutôt calme en ce moment. On se retrouvera de toute façon demain pour un CQFR où on débriefera les matchs et d'ici là, bonne journée à tous. Ciao, bonne journée. Ciao, ciao.